Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Le sujet du jour porte sur les mycoses vaginales. Pourquoi est-ce elles peuvent arriver fréquemment et dans quel cas peut-on avoir du mal à s'en débarrasser? Quelles sont les solutions justement pour venir à bout donc d'une mycose vaginale chronique? Tel est le sujet du jour. Avant de commencer sur je dirais, ce qui convient de vérifier pour identifier le pourquoi de cette mycose à répétition, la première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est déjà attention aux traitements chimiques. La prise d'antibiotiques, d'antifongiques chimiques, dès qu'il y a un retour soit de mycose, mais c'est aussi le cas pour les cystites, a plutôt tendance à te faire rentrer dans un cercle vicieux. Parce que plus tu vas prendre ça, plus tu vas déstabiliser ta flore, et moins donc elle va être protectrice, et plus tu vas être sensible de nouveau à de nouvelles infections par des bactéries ou par des levures. Donc, attention. Et l'autre souci, c'est que ça peut générer à un certain moment des résistances et du coup, le produit n'y fera plus rien. Donc, à un moment, quand tu commences à t'apercevoir que tu fais trop de mycoses, ou en tout cas que ça revient vraiment très régulièrement, et c'est pareil pour les cystites, vraiment, il faut penser à changer de point de vue pour aller travailler à la base du problème. Plus seulement s'occuper du symptôme, mais s'occuper du pourquoi. Et ce pourquoi, peut-être que ton médecin ne va pas t'y emmener, mais je t'invite, toi, déjà, à te poser cette question pour, voilà, pour commencer à prendre en charge vraiment ta santé et, si besoin, te faire accompagner par un praticien qui sera formé à cette approche un peu plus, on va dire, préventive ou fonctionnelle. Donc, ce point-là abordé, maintenant, quels sont, on va dire, il y a 4 facteurs principaux qui peuvent expliquer ces mycoses à répétition. La première, celle que je vois le plus souvent, c'est qu'il y a une mycose qui est déjà au niveau de l'intestin. Donc, il y a une candidose intestinale qui est en fait le réservoir de cette candidose vaginale. Et c'est normal, on va dire, tous nos microbiotes sont en lien, donc des déséquilibres de flore à un endroit viennent impacter d'autres endroits. Donc c'est pareil, un déséquilibre de flore dans la bouche va impacter le microbiote au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau de l'intestin, tout comme un déséquilibre de microbiote au niveau de l'intestin va vraiment impacter tout le corps. Donc, bien souvent, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour avoir une approche naturelle des mycoses vaginales, eh bien, on remonte un petit peu au-dessus pour aller vérifier s'il n'y a pas une mycose intestinale. Et ça, le test le plus fiable pour faire ça, c'est un test non remboursé qui se fait que dans certains laboratoires. Donc, ça s'appellera MOU, donc MOU pour métabolite organique urinaire, donc un MOU fongique à réaliser auprès des laboratoires Barbier, ou un DMI à réaliser auprès des laboratoires LIMS qui se trouvent en Belgique. Donc, c'est une analyse urinaire dans laquelle on va aller chercher les petits métabolites, des molécules qui sont produites par cette levure ou des moisissures en activité, et en général des moisissures qui se trouvent au niveau de l'intestin. Donc, si certains métabolites apparaissent, ou en tout cas apparaissent en grande quantité, eh bien, ça voudra dire que probablement il y a une mycose intestinale et que c'est surtout celle-là dont il faut s'occuper pour pouvoir te débarrasser de ce qui se passe en aval, donc au niveau vaginal. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo que je t'invite à aller regarder. La deuxième cause, ça peut être une alimentation qui va être trop acidifiante. Trop acidifiante, ça veut dire quoi? Alors, c'est peut-être quelque chose dont on va plus parler en naturopathie,
si tu veux, au niveau de ton alimentation, il y a des minéraux qui sont apportés. Certains sels minéraux vont être plutôt acidifiants pour le corps, d'autres plutôt alcalinisants. De même que certains aliments vont demander au corps finalement plus de, comment dire ça, une consommation importante de nutriments, de minéraux pour digérer ces aliments sans eux-mêmes en apporter. C'est le cas par exemple du sucre. C'est pour ça qu'on classe le sucre un peu dans les aliments acidifiants parce que en fait, il n'apporte rien que des calories, que des glucides, sans apporter donc de minéraux qui, eux, sont par contre indispensables pour tout le métabolisme du sucre. Donc, le corps, quand il n'a pas ces minéraux qui sont apportés, il va avoir tendance à aller les chercher un petit peu dans ses stocks. Et donc, ce qui déséquilibre un petit peu l'équilibre acido-basique. Sinon, une alimentation acidifiante, donc en micronutrition, on classe l'effet acidifiant d'un aliment avec un chiffre qu'on appelle le PRAL, donc qui donne un petit peu une notion du degré d'acidification ou pas de cet aliment, enfin du pouvoir acidifiant d'un aliment. Alors, on peut s'en servir, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que selon les tableaux, selon les sources, les indices PRAL sont pas toujours identiques. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les aliments acidifiants, c'est plutôt tout ce qui va être protéines, notamment les protéines animales, donc les viandes, les poissons, les œufs, les fromages, beaucoup. Les glucides, donc tout ce qui va être produit céréalier. Et à l'inverse, ce qui est plutôt alcalinisant, ça va être les légumes, les fruits et un petit peu les fruits à coque. Voilà, donc dans ton assiette, globalement, il faudrait avoir systématiquement autant de portions de légumes que de portions de féculents et protéines. Et de limiter au maximum le sucre qui va être donc relativement acidifiant pour le corps. Alors, soyons clairs, le corps au niveau cellulaire fonctionne sur une gamme de pH qui est très limitée. Donc, on n'a pas vraiment de vraie acidose, ou alors en cas de vraie acidose, d'acidification du corps, on termine à l'hôpital. Par contre, on peut avoir un terrain trop acide, c'est-à-dire que s'il y a trop d'aliments acidifiants pour le corps, et du coup, le corps, pour arriver à tamponner et avoir le bon pH, il va aller chercher les minéraux là où il peut les trouver, à savoir dans les eaux. Donc, on se déminéralise. Et en même temps, cette acidification du terrain, on va dire, a tendance à favoriser le développement de candidats albicans. Alors, j'ai bien conscience que tout n'est pas scientifiquement peut-être très clair ou très net. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de médecins ont du mal avec ces concepts-là. Voilà, je l'explique un peu comme je l'ai compris. Et en tout cas, c'est souvent ce que je vois, des gens avec vraiment une alimentation qui va être trop pauvre en végétaux ou trop riche en glucides et ou en protéines. Eh bien, on va avoir vraiment davantage de mycoses, que ce soit au niveau intestinal ou au niveau vaginal ou même ailleurs. Des personnes qui ont toujours des mycoses sur les orteils, posez-vous la question de votre terrain. Travaillez sur le terrain. Troisième cause, ça peut aussi venir étonnamment d'un déséquilibre au niveau hormonal et notamment un manque d'œstrogènes. En effet, les œstrogènes, notamment au niveau de l'intestin, mais aussi au niveau vaginal, vont être utilisés par certaines bactéries qui vont du coup fermenter, acidifier un petit peu le pH au niveau local. Je parle bien, il faut différencier le pH local d'une acidification du terrain. Chaque organe va avoir son pH associé et au niveau que ce soit du microbiote intestinal ou vaginal, en fonction du pH créé par les bactéries en présence, ça va favoriser ou au contraire gêner le développement de certaines bactéries et ou levures. Donc, au contraire, il faut un pH plutôt bas, donc beaucoup de bactéries dites probiotiques qui vont produire des acides, des acides gras à chaîne courte et puis donc
qui vont un peu acidifier le terrain, ça va être plutôt protecteur. À l'inverse, si on manque d'œstrogène, bah, du coup, ces bactéries-là vont avoir tendance à manquer et derrière, on peut avoir un déséquilibre de flore qui se passe. Et c'est notamment ce qui peut se passer à la ménopause. Du coup, les femmes ménopausées ont bien sûr une grosse chute d'œstrogène et peuvent être beaucoup plus sensibles aux cystites, mais aussi aux mycoses vaginales. Et malheureusement, il n'y a pas que les femmes ménopausées qui en souffrent. Il peut y avoir des personnes, enfin des femmes qui, bien qu'elles sont en âge, enfin, bien qu'elles ont des cycles réguliers ou pas, peuvent avoir une quantité d'œstrogène qui va être insuffisante et donc qui peut créer des déséquilibres, des déséquilibres de flore. Donc, la cause de ce manque d'œstrogène, bien sûr, une cause physiologique, la ménopause, il peut y avoir un problème de synthèse. Alors, je ne vais pas vous faire une formation sur les hormones ici, mais en général, quand on manque d'œstrogène, alors soit c'est parce qu'il y a un excès de prolactine, soit c'est parce que le corps n'arrive pas à en produire parce qu'on manque de cholestérol. Et oui, souvent on regarde l'excès de cholestérol, mais c'est plutôt le manque qu'il faudrait regarder plus que l'excès, soit parce qu'on manque de fer, parce qu'on est en hypothyroïdie, ou parce qu'on est trop stressé, parce que du coup le corps, il utilise toutes ces hormones sont déviées vers la production de cortisol. Et donc on a beaucoup de cortisol, l'hormone qui est là pour nous aider à réagir mieux au stress, et du coup, il a un peu plus de mal à produire le reste de nos hormones stéroïdes, dont les oestrogènes. Et la dernière chose, c'est un excès de transporteur des oestrogènes. En effet, les oestrogènes ont besoin d'un petit transporteur pour être amenés du lieu de la production jusqu'au lieu d'action. Et si ce transporteur est trop important, on se retrouve avec trop peu d'oestrogènes libres. Ce sont les seuls qui sont vraiment actifs. Et donc, on peut avoir un pool d'oestrogènes complet qui est normal, mais à cause de tous ces transporteurs qui sont là, finalement, le pool d'œstrogène, enfin la quantité d'œstrogène libre et actif va être trop limitée pour remplir vraiment son rôle au niveau des différents organes. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué, mais vraiment, il faut avoir en tête cette notion voilà, d'impact hormonal sur le développement, enfin en tout cas sur nos dysbioses de manière générale, parce que c'est vrai pour l'aspect vaginal, ce sera vrai aussi au niveau intestinal. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on est en ménopause, à voir si des plantes peuvent suffire, ou alors plutôt prendre des pommades, des crèmes d'œstrogène à base d'œstrogène naturel qu'on va se passer au niveau de la zone vaginale principalement. Donc comme ça reste localisé. Et ça peut aider notamment la sécheresse vaginale, ça peut aider les fuites urinaires, ça peut aider aussi donc les cystites et les mycoses vaginales. Si on est une femme en âge de procréer encore, c'est vraiment important de se poser la question de ce pourquoi et donc de se faire accompagner pour aller identifier la cause et aller agir à l'origine du problème. Parce que bien sûr, il y a des plantes qui peuvent aider à augmenter les oestrogènes, mais le problème c'est que si vous ne travaillez pas sur le pourquoi initial, vos plantes, vous allez pouvoir les prendre quasiment à vie pour augmenter cette production d'oestrogènes. Et bien sûr, faites attention, tout cela se fait accompagné d'une personne qui va s'y connaître. Parce que prendre, même si c'est des plantes qui ont des effets œstrogéniques, ou en tout cas qui peuvent augmenter la production d'œstrogènes, je pense à la sauge, au houblon ou d'autres encore, attention à le faire que vraiment si vous vous êtes assuré qu'il y a un manque d'œstrogène ou d'autres des défauts que je vous ai parlé, et qu'il n'y a pas aussi de risque de cancer du sein notamment ou autre. On fait attention à ce qu'on fait, ça a beau être naturel, c'est pas toujours, c'est rarement anodin. Et la dernière cause de ces mycoses vaginales, ça peut être en lien avec votre hygiène intime. Et cette hygiène intime, souvent, elle a tendance à être trop. Alors, ça peut être trop ou pas assez. Le trop, c'est-à-dire c'est les douches vaginales, etc., l'utilisation d'un savon qui ne va pas respecter le pH de votre intimité. Tout ça, c'est à éviter parce que trop d'hygiène tue l'hygiène. Trop d'hygiène, ça décape tout et
bah, du coup, vous pouvez avoir des bactéries qui, bizarrement, vont profiter que les bonnes bactéries ont disparu pour prendre l'espace et du coup, ça vous fait davantage de problèmes. Donc, on essaie d'éviter tout ça et de nettoyer plutôt, je dirais, en surface et avec un savon doux, voire un produit sans savon. Et ensuite, il y a le manque d'hygiène. Alors, c'est pas forcément un manque d'hygiène, mais ça peut être un problème lié soit au port de serviettes, de serviettes hygiéniques, de les garder trop longtemps, des cups, pareil, de les garder trop longtemps, de ne pas les changer suffisamment souvent, ou des tampons. Tout ça va avoir tendance à modifier beaucoup le pH de votre flore intestinale et peut créer des déséquilibres. Donc faites vraiment attention. Moi, je recommande, mais vivement, les culottes, les culottes menstruelles. Alors c'est pareil, faites attention à vos culottes, regardez. Alors si ça peut être français, c'est bien, mais c'est pas non plus qu'une garantie de qualité. Regardez qu'il n'y ait pas dedans des composés qui soient un peu toxiques. Il y en a, c'est quand même pas foufou, hein. Ils mettent plein de choses pour que justement il n'y ait pas d'odeur, etc. Mais du coup, toutes ces choses qui sont ajoutées sont vraiment toxiques pour votre flore intime. Donc faites attention. Mais pour moi, alors soit une cup, mais qui est changée vraiment régulièrement et avec une hygiène irréprochable quand on la met. Donc vraiment bien nettoyer sa cup, bien nettoyer ses mains quand on fait tout ça. Ou sinon, bah, des culottes menstruelles qui peuvent aussi être très bien, mais là encore, bah, faut les changer suffisamment régulièrement. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, elles ne sont pas pleines de produits chimiques qui viennent, qui viennent affaiblir et abîmer surtout votre muqueuse vaginale. Voilà, donc j'espère que ce sujet t'aura intéressé. Et puis, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Merci.